Il est 13h01. On va commencer tranquillement, Marivonne. Je vais te laisser te présenter, mais alors brièvement, et ensuite on va commencer, on va retourner dans le passé. On va commencer au master thèse tranquillement jusqu'à ton métier d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, Marivonne, tu es MSL, Medical Science Liaison. Ça porte 10 noms différents à chaque fois. Tu nous expliqueras ça plus tard. Oui. C'est bon. Je te Ça laisse marche. la parole, Marivonne, pour te présenter rapidement. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui et de pouvoir justement être avec Asia. C'est vrai qu'on se connaît depuis un petit bout de temps maintenant, donc on est toujours, voilà, on discute toujours très, très bien. Moi, je suis très heureuse de pouvoir échanger avec vous. Et puis, si finalement mon parcours peut aussi vous aider d'une quelconque manière, moi, je suis bien évidemment très heureuse pour ça. Donc, en fait, moi, à la base, je voulais être chercheur, bon, comme je pense à peu près, à peu près tous ceux qui se sont engagés dans le parcours universitaire pour aller jusqu'à la thèse. Donc, j'ai fait un DUG SVT à l'université de Rennes 1. Et puis ensuite, j'ai fait un magistère de génétique à l'université de Bordeaux. Au départ, c'était la génétique qui inspirait. Et puis finalement, je me suis retrouvée un peu à faire des neurosciences un peu par hasard. Et puis, voilà, je me suis un peu passionnée pour ça. Et donc, j'ai fait un DEA de biologie du vieillissement. Et puis après, je suis partie faire ma thèse au Québec. Voilà. Donc, Alors attends. Tu as fait le DEA et ensuite tu as décidé que ta thèse, tu ne la ferais pas en France. C'est pas une co-tutelle, c'est vraiment une thèse que tu as fait Non, au non, Québec. c'était. Ouais, en fait, déjà à la base, quand j'ai fait mon DEA, j'avais déjà dans l'idée de faire ma thèse ailleurs, en fait. Moi, j'avais le Canada, j'avais le Japon aussi. Ça, c'était un pays qui me fascine. Génial. Et puis, en fait, bah, ça a été un peu finalement de la chance parce que mon, mon, mon maître de stage de DEA, en fait, avait un partenariat avec une chercheure au Canada. Donc, D'accord. et puis, voilà, il y a une thésarde qui est venue faire quelques mois, un échange. Puis on a discuté et puis là je me suis dit waouh, elle m'a dit oui, ma boss elle cherche toujours des étudiants en thèse, donc bah, j'ai postulé et puis j'ai été acceptée et voilà, ça s'est passé un peu comme ça, c'était Génial. un peu le hasard, mais au final, je pense que le hasard finalement, ça se provoque aussi dans le sens où il faut toujours être open aux Exactement. opportunités et donc c'était mon cas et donc finalement j'ai sauté sur l'occasion, donc Super. j'ai pu faire une thèse dans les super conditions. Génial. Euh, Alors juste, Marivonne, co-tutelle, ça veut dire que tu as fait une partie en France, une partie non, au... non, 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 c'était pas co-tutelle, hein. C'était pas du C'était tout. pas Moi, j'ai fait ma co-tutelle. thèse au Canada. J'ai une Toute ta thèse. thèse au Canada. OK. J'ai un vrai PhD en fait. C'est marqué docteur en philosophie. Donc Un vrai voilà, PhD. D'accord. Et raconte-nous alors, c'était comment ta thèse au Canada? Ça a duré 4 ans? ça a duré 3 ans et demi en fait. 3 ans et demi. Je suis arrivée il y a 20 ans, hein. Donc voilà, ça me rajeunit pas tout ça, mais j'ai Ouais. commencé en janvier 2002 jusqu'en juillet 2005. Alors c'est vrai que moi j'ai fait ma thèse dans des super conditions parce que voilà, c'est vrai que je sais qu'en France c'est pas toujours simple. Bah moi j'avais quand même une super bosse de thèse qui m'a laissé aussi les initiatives, qui m'a laissé écrire les articles, qui avait des financements pour pouvoir pour que j'aille aussi dans les gros congrès. J'ai participé au gros congrès de neurosciences qui était à San Diego. J'ai fait vraiment ma thèse dans des super conditions. Et donc, voilà, là-dessus, par rapport à certains qui galèrent, et je sais que moi aussi, je connais j'ai des amis qui ont fait des thèses et qui ont galéré. C'est vrai que là, pour le coup, moi, je me reconnais pas parce que j'ai fait ma thèse dans des super conditions. Super Après, condition. par contre, c'était le retour en France parce que finalement, j'ai bien compris que si je voulais un poste de chercheur, en fait, de faire sa thèse à l'étranger, c'était plutôt un méga handicap parce que j'ai bien compris que pour faire une thèse en France, enfin pour faire pas une thèse, pour avoir le poste de chercheur en France, après c'était compliqué parce que si on avait fait sa thèse à l'étranger, on n'était pas identifié en fait, on n'était pas visible, on n'était pas très connu. Donc moi j'ai fait un postdoc ensuite en neurosciences sur Bordeaux qui finalement m'a confirmé que j'avais plus envie de faire de recherche académique. Et puis Alors, oui, excuse-moi, vas-y. vas-y, excuse-moi, je t'avais prévenu que je t'ai compris parce que tu vas trop vite, Marivonne. Mais Donc, du vas-y. coup, tu as soutenu ta thèse, ça s'est super bien passé, tu étais Ouais. contente, toi, tu te voyais être chercheur, quoi. Tu voyais pas... Déjà, à la fin de ma thèse, moins déjà. Déjà, ça Ah bon? m'intéressait moins. Ça Pourquoi? m'intéressait moins, mais voilà, je me disais peut-être que quand même, mais
il n'empêche que voilà. Qu'est-ce qui t'intéressait pas dans le métier de chercheur? Qu'est-ce qui t'intéressait moins du coup? Quand tu dis ça m'intéressait moins, pourquoi? Alors déjà, ma crainte, c'était de pas avoir assez d'idées innovantes. Ça, c'était le truc, vraiment. Je me Ah ouais, disais, les chercheurs, ils ont toujours plein d'idées, ils mettent en place des protocoles. Et moi, je me disais, j'ai peur, en fait, c'était ma crainte de ne pas être assez innovante en tant que chercheur. Bon. d'accord. Et puis ensuite, j'avais surtout envie de transmettre parce que j'avais en moi la notion, finalement, que j'avais tellement eu de connaissances, mais au final, si je les gardais juste pour moi, et puis c'est vrai que dans la recherche, finalement, à part si on fait de l'enseignement, mais on reste quand même, c'est quand même un entre-soi, et moi j'avais envie de transmettre, et donc déjà, en fin de thèse, j'avais déjà ça, et puis finalement, j'ai fait ce postdoc, j'ai trouvé ce postdoc, et bah, qui a confirmé en fait que oui, j'avais plus envie, et puis pas dans n'importe quelle condition non plus. Donc revenir en France après une thèse en Amérique du Nord, bah, c'était un peu difficile, j'avoue, dans les conditions de travail. euh, Enfin, nous, on pouvait utiliser des kits. Là, il fallait faire des sondes. Ça durait 2 jours, alors que sinon, c'était 2 heures avec un kit. Enfin, les histoires des commandes, les histoires de voilà. Et je pense que depuis, moi, c'était en 2005 quand je suis rentrée. Je pense que ça s'est même empiré depuis. Et j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de D'accord. voilà. Voilà. Et J'avais ouais, envie parce de que toi, dans ta thèse, tu avais les moyens, tu faisais les manifs, l'argent, c'était pas trop un problème, non. tu allais dans tes congrès, tu faisais tout, et là, tu t'es retrouvé finalement dans un postdoc où bah, c'est très, très restreint, il fallait faire les choses un peu Ouais. bidouillées, faire les choses à la Oui, main. et puis après, c'était aussi le fait de se dire, bah, qu'est-ce que je vais faire derrière, parce que j'ai vite compris que c'était mort. Donc, si Ouais, c'était enchaîner les postdocs, essayer de publier à fond pour faire 8 ans ou 10 ans de postdoc, pour finalement se retrouver le bec dans l'eau, alors qu'on est à un âge où on a envie, on construit sa famille, on a envie de poser les bases et que moi, j'aspirais à avoir quelque chose de pérenne, alors qui n'est pas arrivé de suite, mais en tout cas, voilà. Donc, finalement, d'accord. tout allait dans le sens de ne plus faire ça. Et quand j'ai décidé de ne plus faire de recherche académique, finalement, en fait, ça m'a jamais manqué, en fait. Ça Et m'a c'était jamais pas manqué. dur, du coup, la coupure, quand tu coupais le cordon, ça n'a pas été trop dur finalement parce que ça a mûri dans ta tête durant ton postdoc et à la fin de Bah, ta thèse. non, parce qu'après, c'est vrai que moi, je me suis retrouvée enceinte à la fin de mon postdoc. Ah, Donc, quand mon postdoc s'est terminé, j'étais à, je sais pas, 2 mois d'accoucher, un truc comme ça. Donc, j'étais dans une d'accord. autre, j'étais un peu ailleurs Dynamique. pour le coup. Et, D'accord. euh, et donc, euh, et donc finalement, donc après, je me suis occupée voilà, de De mes ta enfants, petite parce que famille, de tes de ma enfants. petite famille, ouais, pendant 2 ans. Et ça m'a aussi permis, finalement, cette pause, elle a été aussi salvatrice. C'était vraiment de me dire, qu'est-ce que j'ai envie maintenant de faire de ma vie. Et je pense que c'est ça qui est difficile quand on sort de thèse. C'est justement on peut tout faire, en fait. Concrètement, on peut faire tous les métiers qu'on veut. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut choisir. Et ce Ouais. choix-là, il est difficile à faire. Et pourtant, il faut le faire parce que il en va de sa crédibilité. Si on veut être crédible auprès d'un recruteur, il faut choisir parce que si on se dilue dans X métiers en disant ah mais ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça Mm. m'intéresse, on n'est pas crédible au niveau des recruteurs et en plus on va diluer toute son énergie dans plein de trucs et donc le risque de réussir dans un de ces petits trucs, bah, il est vachement faible. Alors que quand on choisit, c'est vraiment l'entonnoir finalement et on va à un moment donné, on va dire ok bon là j'ai choisi un métier qui m'intéresse et donc, je vais, moi, mobiliser toute mon énergie Mm. pour être visible par rapport à mon réseau, par rapport à un réseau qu'il faut se créer, et puis vraiment pouvoir avancer dans sa recherche d'emploi et Exactement. dans tout ce qu'on doit développer, quoi. Donc, juste pour avoir plus de précision, Marivonne, ton postdoc, il était court finalement, il n'a pas duré très très 2 ans, longtemps. 2 ans. Ah, 2 ans quand même, ça fait quand même 2 ans de postdoc. Donc Ouais, après, tu es allé en congé parental, ça a ouais, duré 2 ans, ce break. Ça ouais, t'a permis de exactement. réfléchir à ce que tu as envie de faire, au métier. Et donc là, il y a quelque chose qui est ressorti de cette réflexion, finalement, tu t'es dit, bah, Bah, peut-être toujours. l'enseignement, c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'était toujours l'envie de transmettre et en même temps, je m'en suis rendu compte après, mais c'est vrai que le fil conducteur finalement qui a guidé un peu mon parcours, c'était aussi de
d'avoir envie d'être utile aux patients. Alors, c'est vrai que quand on fait de la recherche fondamentale, même sur des pathologies humaines, des modèles animaux de pathologie humaine, bon, j'avoue qu'on est très, très, très loin. Et moi, je m'en suis rendu compte Mm. particulièrement à Ce qui quel était, point on ce qui était était loin. ton cas, Marivonne, tu travailles sur les Ben, modèles animaux en thèse, ouais, quelque chose ouais. un peu... Quand j'étais en DEA, c'était maladie de Parkinson. Et après, quand j'étais en thèse, c'était modèle animal de ménopause. C'était en lien avec aussi les maladies mentales, dépression, D'accord. schizophrénie. Donc, mais finalement, on est très, très loin quand même du patient. Et c'est vrai que moi, après, j'avais cette envie de transmettre, mais j'avais aussi envie finalement de rester en fait dans la santé. Et donc, bah, j'ai intégré l'Institut de formation de la Croix-Rouge. Alors, je sais pas, c'est pas très connu en fait. La Croix-Rouge, alors juste succinctement, en fait, en France, c'est elle qui a créé la première école d'infirmiers. Ah, Donc, il y a un institut par région et avec des formations qui sont enfin, formation paramédicale et sociale. Il y a toutes les prépas au concours. Alors, bon, maintenant, il y a de moins en moins de concours, euh, mais voilà. Donc, moi, je suis arrivée à la Croix-Rouge, finalement, là encore, un peu par hasard, hein, en mais voyant. explique-nous comment tu as fait. Alors, tu cherchais quoi justement comme type de job? Tu disais qu'il fallait vraiment essayer de, tu vois, Moi, je cherchais, moi, je cherchais des postes d'enseignante. d'enseignant, Et d'accord? donc, en fait, j'ai été rechercher, en fait, toutes les prépas, toutes les lycées qui faisaient aussi des BTS ou des DUT, D'accord. enfin oui, BTS qui étaient justement quand même en lien avec, parce que mon but c'était d'enseigner la biologie quand même, donc il D'accord. fallait quand même que ça soit des cursus où il y avait de la biologie. Et finalement, la Croix-Rouge cherchait quelqu'un et pour être prof de biologie pour les étudiants qui préparaient le D'accord. concours kiné. Voilà. Et Et ce qui est donc, chouette, c'est que tu n'avais pas besoin de refaire des études, de repasser les concours. Là, ils t'acceptaient avec ton diplôme et tout. Tu exactement, devenais formatrice. exactement. D'accord, ça c'est très bien Et donc, déjà. j'ai commencé comme ça a été, c'était très précaire au départ, hein. C'était 7 mois par année, c'était 20 heures par semaine, c'était pas du temps plein sur année. Donc, c'était un peu la galère. Je me suis retrouvée finalement, bon, il y a eu chômage parce que c'était 7 mois par année, donc finalement, les 5 mois restants, j'étais au chômage et c'est vrai que c'était un peu galère. Alors, c'était d'un point de vue familial, c'était pas mal parce que finalement, ça me permettait aussi avec mes enfants petits d'être quand même proche d'eux. Mais d'un point de vue, on va dire financier, Ouais. c'était vraiment catastrophique. Pour vous dire, la deuxième année, j'ai eu les 5 mois de chômage, on m'a donné 600 euros parce que j'étais considérée comme saisonnière. Et là, je Oh pleurais. là là Je là peux vous là dire, là je là là. pleurais. 600 € par mois. Ouais, pendant Oh cinq là mois là là parce que là là j'étais là là. considérée comme saisonnière, quoi. Donc, je peux vous dire que là, je suis passée par des phases qui Des n'étaient hauts et des bas. pas faciles parce que je me disais, mince, avec le parcours que j'ai, les qualifications, finalement, C'est dur. bah, voilà, c'est difficile. Et puis, finalement, à la Croix-Rouge, en fait, ils m'ont aussi euh, valorisé, ils ont aussi valorisé d'autres compétences que j'avais pu développer aussi pendant ma thèse. Et donc, ils m'ont nommé responsable des prépas, prépa concours. J'ai fait aussi de la formation auprès des étudiants infirmiers ou kinés. Et puis à un moment donné, moi, j'avais une appétence pour les outils numériques que j'utilisais aussi en formation avec mes étudiants. Et donc, l'Institut, en fait, avait envie de développer ses propres projets en allant chercher de l'argent là où on n'en avait pas, c'est-à-dire donc Erasmus. Et donc, je suis devenue chef de projet digital. Donc, il y a Voilà. deux mondes dans ce que tu racontes. Il y a la Miss qui monte en compétences, qui fait plein de choses super géniales, qui fait du digital, fait tout ce qu'on aime aujourd'hui. Et celle qui galère en fait avec sa précarité, où tu travailles 7 mois sur 12, où tu touches 600 € par mois les mois où tu ne travailles pas. Donc, c'est complètement deux mondes qui se percutent. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis, est-ce que quand même, parce que tu y es resté quand même un moment finalement à la Ouais, Croix-Rouge. j'y suis restée plus de 10 ans. J'ai eu un CDI au bout de 4 ans quand même, hein. Donc voilà, j'ai galéré au début, mais finalement, ça s'est traduit quand même à la fin par un Ok. CDI. Et donc finalement, voilà, c'est à ce moment-là, quand j'ai eu le CDI aussi, que là, j'étais à temps plein, donc que j'ai pu Ouf, tu as pu un peu. élargir finalement les projets. Mais c'est vrai que les premières années, c'était un peu galère. Ouais. Mais bon, après, voilà, c'est la vie aussi. Et à un moment donné, quand on veut faire son trou quelque part, bah, c'est pas toujours simple. Ouais. Mais voilà, c'est possible aussi de le faire. Je pense que
on peut galérer pendant quelques mois ou quelques années et puis on peut après s'en sortir. Je pense que c'est important aussi de véhiculer ce C'est message-là génial. Mm. parce que c'est pas parce qu'à un moment donné on galère que finalement on va galérer tout le temps, quoi. Voilà. Oui, oui, non, mais c'est important parce que 4 ans, voilà, tu as patienté, tu as été résident, tu te dis, bon, ben, ok, j'essaie de peser le pour le contre, j'ai quand même, on me donne des responsabilités, je fais des choses géniales, je monte en compétences, je me forme sur certaines choses. Et au final, tu as patienté 4 ans, tu as eu ton CDI et bah, la précarité, voilà, était derrière toi et tu as continué encore finalement à la Croix-Rouge. Tu as Oui, continué c'est ça, encore parce des que années. moi j'avais envie aussi de finalement de monter en compétence, de montrer aussi ce dont j'étais capable. Et donc si je suis restée finalement aussi longtemps, c'est aussi parce qu'on m'a proposé des nouvelles choses aussi. C'est-à-dire voilà, si finalement Oui. j'étais restée dans un, on va dire dans un modèle pendant X années, je pense que je me serais vite ennuyée et j'aurais cherché à partir. Oui, si tu n'étais pas assez stimulé, si on ne te donnait pas de responsabilités, si Ouais. tout ça, tu serais parti à un moment. Mais bon, tu as trouvé ton équilibre, tu es resté un petit moment. Et donc, au bout de quoi, je crois, plus de 10 ans, tu t'es dit, Ouais, bon, je suis ben, restée un peu qu'est-ce plus qui de s'est 10 ans, ouais, passé? c'est ça. Donc, tu étais Alors, formatrice, tu étais chef de projet digital, tu avais quand même plusieurs responsabilités, ouais, Marie-Vonne. j'avais multicasquette. Alors déjà, ce côté multicasquette, en même temps, il y avait un côté qui me plaisait et puis un côté qui commençait à être difficile parce que quand on est multicasquette, finalement, on attend de nous, j'aurais tendance à dire qu'on soit à temps plein sur chaque casquette. Et donc, à un moment donné, on est un peu frustré aussi parce que on peut pas donner le meilleur sur justement chaque projet parce qu'on Intéressant. n'a pas, on n'est pas justement à temps plein sur chaque projet. Donc, c'était ça. Moi, j'avais donné beaucoup d'énergie pour les étudiants et j'avais l'impression, moi, d'avoir fait le tour et j'avais envie d'autre chose. Et puis, ce qui me Mm. manquait quand même, de plus en plus, c'était de retrouver un niveau de détail scientifique que j'utilisais plus. Ah. Parce Ça, que tu c'était. lisais plus des articles scientifiques, tu lisais plus enfin, tout ça, Bah, c'est je très... lisais pour moi, en fait. J'en D'accord. relisais pour moi, mais j'utilisais pas du tout ce côté-là même avec les étudiants, parce que finalement, quand on est dans une moi, j'enseignais la physiologie ou la biologie cellulaire ou biologie, enfin oui, à La des science, quand étudiants même. de première Mm. année. Donc finalement, c'est vraiment voilà, les grands mécanismes Très cellulaires. général, ouais. Donc Mm. on va pas dans les voies de signalisation avec la petite punase ou le petit machin. On va pas dans Non, tu vas pas dans le facteur transcription, non, tu vas pas jusqu'à là. Ah ouais, non, ouais, d'accord, je vois, ok. Donc ça te manquait de plus en plus finalement, ça me et manquait de plus en plus. Ça me manquait de tu plus en fais plus. quoi? Parce que c'était une stabilité quand même, tu étais installé, c'était des repères, c'était, enfin voilà quoi. Et quand même, tu t'es Bah, dit, ben, je pars. disons qu'il y a eu aussi des changements, il y a eu aussi des changements structurels dans mon institut qui ont fait qu'à un moment donné, pour moi, ça a été vraiment, en fait, je me reconnaissais plus, je me reconnaissais plus, et donc finalement, ça a été l'élément déclencheur moi, qui m'a permis de me dire, bon, bah, ok, maintenant, j'ai envie d'autre chose. Et il faut que je cherche autre chose, il faut que je fasse autre chose, il faut que je parte. Je me reconnais plus je me reconnais plus dans ce que je vois là maintenant. Et moi, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de retrouver un niveau scientifique. Et puis, il y a un truc aussi qui compte. Mm. Et finalement, ça comptait pas du tout, moi, quand je suis sortie de thèse. Mais à un moment donné, c'était aussi euh, où j'étais, en fait, il y avait des formations qui étaient payantes. Et je me suis dit, finalement, moi, si je ne suis pas capable d'offrir, si mes enfants veulent faire ces formations-là, alors que moi, j'ai fait des études, alors que mes parents ont fait des sacrifices pour payer ces études, si moi, je ne peux pas, quand mes enfants seront grands, payer ces études-là, alors que par ailleurs, j'ai quand même des qualifications, des Ouais. compétences, il y avait ce niveau, finalement, ce truc de salaire qui devenait aussi important, c'est-à-dire de dire à un moment donné, bah, en tant que PhD, j'ai une valeur et moi, j'ai envie d'être payée aussi pour cette valeur-là. Alors C'était justement, là, tu me tends la voilà. perche pour te poser la question, Marie-Vonne, hein. Il faut que tu nous dises, à peu près, tu étais payée combien? Tu étais multicasquette, tu avais ton CDI, formatrice, chef de projet digital. On te payait combien pour tout ça, Moi, ce j'ai que tu été faisais payée en 38 moyenne? 000, 38 000 bruts D'accord. par année, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, effectivement, pour toi, c'était vraiment pas assez par rapport à vraiment tout ce que Bah, tu oui, oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mon doctorat n'était pas non plus valorisé parce que valorises. finalement, de ce que je faisais, en fait, quelqu'un qui avait
un master ou même une licence, ça suffisait en fait. Donc finalement, mon doctorat n'était pas non plus valorisé. Euh, et donc, euh, et donc, ouais, pour moi, c'était quand même important. Ce facteur-là, en fait, c'est jamais, enfin, pour moi, c'est jamais ce qui me fera lever le matin. Mais en même temps, je trouve que Non, mais c'est c'est quand même intéressant ce que tu dis, parce que tu penses important. aussi à l'avenir de tes enfants, parce qu'aujourd'hui, c'est cher quand même de payer des études. Tu as envie de leur offrir un certain confort, et on est des mamans, ben, c'est normal de penser à l'avenir, surtout quand on s'est battu, qu'on a fait de longues études et qu'on a un doctorat, ce qui n'est vraiment pas rien. Donc, tu te dis, ben, j'arrête, c'est fini, Croix-Rouge. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu t'es posé quand même des Ouais, questions. ouais. J'imagine que c'est Alors, assez fort. je me suis orientée, j'ai essayé de regarder, je me suis dit, l'industrie, c'est vrai que moi, quand j'avais fini ma thèse ou mon postdoc, j'avais essayé de regarder, mais finalement, j'étais un peu tombée dans le piège dans lequel on tombe, c'est finalement de ne regarder que les postes qui sont des postes de chef de projet R&D, parce que c'est vraiment la ligne droite, en fait, de ce qu'on imagine pouvoir faire dans l'industrie quand on a un PhD. Et puis finalement, bah, il y a plein d'autres postes qui sont possibles avec des intitulés qui sont tellement barbares. Moi, c'était barbare pour moi, je comprenais rien dans les intitulés. Alors là, pour vous dire même, il y en a encore maintenant. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces postes, quoi? Parce que C'est vrai. voilà, ça parle pas en fait. Quand on vient de l'académique, finalement, ce genre de poste ne parle pas. Et Mm. c'est vrai que je trouve ça bien que maintenant, et c'est quand même cette possibilité-là quand on est en thèse ou en postdoc, d'avoir quand même, de pouvoir avoir justement ces présentations des différents métiers qui sont possibles et après un doctorat. Et donc finalement, bah, je me suis renseignée et puis je suis tombée un peu par hasard quand même, il faut le dire, sur le métier de MSL. Alors, Parce que raconte-nous déjà, tout. rien que le nom, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, on est d'accord. Déjà, Medical Science Liaison, ça veut dire quoi? Et j'ai été gratter un peu. Et, et puis, je me suis rendu compte que c'est un métier bah, qui, effectivement, pouvait m'intéresser. Euh, plus, on va dire. D'accord. Et donc c'est à ce moment-là que finalement, j'ai commencé, on va dire, la démarche réseau, parce que moi, à part quelques connaissances, même pas en France, dans l'industrie, d'amis, j'ai une amie à Montréal, on a fait nos thèses ensemble et elle est medical advisor. Et en fait, voilà, elle a été finalement ma première personne ressource qui m'a dit, oh, alors attends, il y a un tel qui était en thèse avec nous, qui a fait tel métier, alors je sais qu'il est en France, il y a ma voisine, nanana, enfin voilà, ça a été vraiment la première D'accord. qui m'a Mm. aiguillée aussi. Et moi, j'ai suivi aussi des ateliers de l'APEC. Il y en a un que j'ai trouvé vachement bien, D'accord. qui était sur la démarche réseau. Parce que moi, j'étais pas du tout là-dedans, en fait. Pour moi, on répondait à une offre, on montrait tout ce qu'on vaut, et puis on allait nous répondre, parce que forcément, bah voilà, moi, j'avais un super profil, mais comme plein de monde, hein, enfin voilà. Et le réseau, j'avais pas trop envie de rentrer dedans, parce que j'avais l'impression que j'allais utiliser les gens, j'étais pas à l'aise avec ça. Pas du tout à l'aise. D'accord. Donc, tu avais Et commencé à postuler comme ça au départ, ouais, ouais. et puis après, petit à Alors sans petit, succès, hein. sans Zéro. succès, ouais. Donc, t'envoyais, c'était quoi, les job boards, t'envoyais dans les Ouais, c'est ça, postuler. exactement. Ok, Exactement. bon, Alors sans aucun succès. En plus, mon CV n'était pas du tout formaté industrie. hmm, Donc finalement, j'avais, on va dire, aucune chance. Aucune chance, hein, là, pour le coup. Et puis mon profil qui finalement était jugé trop atypique. Voilà. c'est ce que j'allais te Profil dire. atypique. On Eh te ben disait oui. qu'il était atypique, ouais. Eh ben oui, moi je veux passer aussi à un moment donné, je veux passer de l'économie sociale et solidaire à l'industrie pharmautique, c'est le grand écart, plus. Hmm, Donc il fallait que je me fasse un réseau. Voilà. C'était vraiment le truc. Donc déjà moi, la première étape, c'était d'essayer de discuter avec des MSL pour essayer de voir si ce métier-là, il me correspondait bien, parce que c'est vrai que quand on voit une fiche de poste, bah, on se fait une représentation. Et finalement, la réalité, elle est souvent différente de la représentation absolument. qu'on peut Hmm, avoir. Donc, bah, j'ai commencé. LinkedIn, ça a été vraiment mon terrain de jeu. Comme moi, j'avais plus cette possibilité d'aller dans les congrès et de pouvoir ouais. réseauter autrement. Bah, en fait, LinkedIn, ça a été. Et tu avais déjà un compte LinkedIn, Marivonne, avant ou Ouais, j'avais enfin, un tu compte l'utilisais un LinkedIn. peu? Ouais, j'avais un compte LinkedIn qui était pas très complet,
qui était très formaté formation, bien évidemment, avec des relations, mais qui étaient des relations dans la formation. Donc, en fait, je devais avoir 150 contacts, un truc comme ça. Mm. Et puis, j'ai vite compris qu'en fait, c'était important d'avoir plus de contacts pour être plus visible, c'est-à-dire passer la barre des 500, là, c'était un de mes objectifs. Voilà, pour être un peu plus visible. Non, mais c'est bien. Il faut se donner des objectifs. Donc, Et tu t'es donc, dit, bon, il faut que je passe la barre des 500. Surtout, il faut que je l'enrichisse de gens qui font le métier qui m'intéresse. Tout exactement. ça, dans le Donc, au domaine de l'affaire départ, médicale. Mm. c'est ça. Donc, au départ, en fait, j'ai envoyé plein de bouteilles à la mer à des MSL en leur envoyant, alors toujours très important, le petit message personnalisé. Surtout, faites-le pour deux raisons. Première raison, parce que le message par défaut, souvent les gens vont dire, ah, c'est un message par défaut. Si vous faites un message personnalisé, même si vous envoyez, moi j'ai envoyé le même message à 200 personnes, hein, Mm. mais ils ne le savent pas en fait. Donc, vous Ouais. formatez un message. Mon message, c'était j'ai un PhD en biologie et je souhaiterais devenir MSL. J'aimerais en savoir plus sur ce métier et l'industrie pharmaceutique. Voilà, pof, c'était ça. Mm. Pouvons-nous nous connecter, enfin, un truc comme ça. Alors ça, c'est dans le message, quand tu demandes une invitation, tu mettais dans Oui, le message, c'est ça. Hein, c'est oui, pas le message oui. en message privé, hein, je Non, précise. c'est le Ok, premier message. Alors surtout, premier ne pas message. demander une invitation par téléphone parce que vous n'avez pas la possibilité de rajouter une note. C'est rajouter une note. Donc, Mm. il faut le faire via l'ordi et mettez un message personnalisé parce que la deuxième raison, c'est que quand vous adressez à des personnes qui ont beaucoup de relations, si vous ne mettez pas de message personnalisé, vous allez être perdu dans leurs relations. Et même moi, ça m'est arrivé d'accepter des gens et les gens ne reviennent pas vers moi. Et après, si je veux les retrouver, ben, en fait, je ne les retrouve pas parce qu'elles sont noyées dans mes relations et je me souviens plus du nom. Donc, alors que quand il y a un message personnalisé, Mm. euh, ça envoie le message directement quand la personne elle accepte dans les messages privés. Donc, on le voit direct, en haut, Mm. top, clac. Donc, ça, c'est hyper D'accord. important. Et puis, en plus, toujours valoriser la personne. On va lui demander quelque chose. Alors, même si c'est gagnant-gagnant, parce que si on demande finalement une mise en relation à quelqu'un et si on demande un conseil à quelqu'un, ça va valoriser la personne qui est en face. Donc, finalement, les demandes de relation, la démarche réseau, ce n'est que gagnant. On ne perd jamais, en fait. Si la personne, elle veut pas, elle vous répond pas et c'est fini. Mais dans plein de cas, bah, en fait, les gens, ils étaient super sympas. Et moi, après, quand ils m'acceptaient, je leur demandais 10-15 minutes de leur temps pour échanger. Et ceux qui ont accepté, ils m'ont donné facilement 1 heure. Ouais, c'est génial. Il Donc, faut le voilà. comprendre, ça. Non, mais Marivonne, tu disais au départ que tu étais gênée. C'était pas facile au départ. Tu pensais que tu allais déranger les gens. Ah, Mais c'était qu'est-ce ah, qui c'était t'a super. aidé justement à basculer sur non, en fait, le réseau, il faut y aller, il ne faut pas se poser 36 000 Et questions. ben, c'est justement cet atelier APEC là, de D'accord. démarche Donc, un réseau. atelier Moi, APEC, démarche ouais. réseau. Moi, il Ok, m'a c'est super bien intéressant. aidé. Ça t'a Moi, il m'a beaucoup aidé. super bien aidé. En plus, l'APEC, quand vous avez un doctorat, c'est gratuit. Et vous pouvez demander à un conseiller, même si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, même si vous êtes, à partir du moment où vous êtes, vous avez au moins un bac plus 5, vous pouvez Hmm. bénéficier de ces Ces ateliers. Il ateliers, y en très a bien. moi, j'en ai fait sur les compétences. Il y en a sur le CV, sur l'aide de motivation, il y en a un spécifique LinkedIn. D'accord. Et c'est vraiment top, franchement, ces Super. Ben, il faut ateliers-là, aller parce se que renseigner. Hmm. c'est du pratico-pratique, hein, ces ateliers. C'est pas du tout du théorique, hein. C'est-à-dire le théorique dans un atelier qui fait souvent, c'est des ateliers qui font quand même la demi-journée, hein. C'est 4 heures d'atelier. D'accord. Il y a quoi, une demi-heure de théorique, entre guillemets. Et après, c'est de la pratique et c'est vraiment, on est en groupe, on fait des choses à deux, on passe devant tout le monde. D'accord. C'est Donc, c'était vraiment en présentiel, hein, du coup, à présentiel, c'est l'époque. en Oui. présentiel. Alors, c'était D'accord. avant le. Moi, je Avant les le ai fait Covid. avant le Covid. Alors, peut-être que maintenant, il y en a qui sont en hybride ou en distanciel, je ne sais Ouais. pas. Mais voilà, on va dire, c'était avant le Covid, donc C'est c'était en présentiel. intéressant. Donc, il faut se renseigner sur ces ateliers à la PEC. Et toi, ça Ouais. t'a aidé vraiment de basculer, de changer ta Ouais, parce que méthode j'ai. Ouais, parce que j'ai d'étoffage. compris, j'ai compris cet aspect de gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on demande un conseil à quelqu'un, bah, en fait, on valorise la personne parce que ça veut dire qu'on lui reconnaît des compétences pour répondre, nous, à notre demande. Bien Et, sûr. donc, finalement, moi, ça m'a permis vraiment de me dire, bon, bah, OK, je ne perdrai jamais. Si les personnes m'acceptent, et ben, en fait, on va passer un bon moment. Et même, il y a une fois, une personne qui m'a dit, un MSL qui m'a dit, parce que j'ai dit, bah, merci beaucoup pour ce temps, parce que moi, je peux rien vous apporter, et qui m'a dit, mais en fait, vous n'en savez rien parce que peut-être un jour, moi, j'aurai besoin de vous.
Tu vois, le réseau, c'est donnant-donnant. Peut-être C'est ça, effectivement, ça va peut-être dans un sens à un temps T, mais dans quelques mois, ça peut tout à fait être exactement, inversé. Donc, c'est ça la magie du réseau. Je t'aide aujourd'hui, demain, peut-être que j'aurai besoin de toi et tu exactement, m'aideras. Donc, exactement. c'est génial ce que tu racontes, Marivonne. Donc, tu as contacté plein d'MSL, tu as passé la barre des 500 à un moment donné, je suppose. Ah oui, oui, bah, j'ai atteint la limite de demande en une seule journée de MSL, parce que bien évidemment, au début, quand on n'a pas de réseau dans un secteur donné, la majorité des gens, voyant que vous n'avez pas de réseau, voyant votre parcours, finalement, ne vont pas forcément vous accepter. Par contre, plus vous avez de personnes, de relations dans le secteur que vous voulez, quand vous allez demander ensuite des mises en relation, les gens vont voir, ah bah tiens, j'ai un contact, deux contacts, cinq contacts, dix En contacts en commun. commun. Et là, vont Exactement. dire, OK, donc ça veut dire que cette personne, on va dire, elle est entre guillemets plus intéressante. Et pour vous dire, jusqu'au bout, au jour, j'ai été contactée par un conseiller en comment, d'un cabinet de recrutement qui m'a dit, on a 40 relations en commun. Je me suis dit qu'il fallait que je vous appelle. Tu as vu, des fois, ça peut être un argument pour qu'on puisse te contacter ou en tout cas se Exactement. connecter avec toi. Très bien. Exactement. Donc, du coup, au départ, tu étais plus dans une démarche de essayer de comprendre ce que c'est que le métier d'ANSL, Ouais. Ouais. qu'est-ce que c'est sur le terrain, à quoi ça consiste, Ouais. etc., etc. Donc, tu posais plus des questions comme ça. Une fois que tu as fait un peu le tour, tu as compris que c'était quoi le métier d'ANSL, à un moment donné, tu t'es dit, bon, bah, là, il va falloir mettre en place une stratégie Ouais. pour pouvoir Exactement. décrocher des entretiens. C'est Exactement, un peu le but au parce final. que, ouais, c'est ça, parce que finalement, moi, en plus, au fur et à mesure des échanges, je me suis rendu compte aussi qu'il me manquait certaines connaissances. Par exemple, dans le circuit du médicament, les essais cliniques. C'est vrai que dans la recherche fondamentale, en fait, tout ce qui est biostatistique des essais cliniques, bah, en fait, moi, j'avais pas vu ça. Et donc, alors, je m'étais toujours refusée de refaire des grosses formations. Quand j'appelle grosses formations, à un moment donné, on m'avait dit un MBA, un machin. Là, Mm. j'étais dit non, moi, j'ai un doctorat, c'est bon. À un moment donné, je veux pas faire plus en termes de grosses formations. Par contre, j'étais ouverte à faire des petites formations. Donc, je me suis formée sur les essais cliniques avec un MOOC Coursera. Ça m'a coûté 45 euros pour la certification officielle. Et je me suis formée sur les essais cliniques. J'ai aussi fait une formation de MSL. Alors, c'était une association américaine. Et ça m'a permis, en fait, moi, d'avoir euh, une certification. Alors moi, en tant que formatrice, qui pour moi ne veut rien, enfin, en tant d'ancienne formatrice, ça veut rien dire, hein. Pour moi, je vais pas dire que c'est du bidon, mais c'est juste qu'à un moment donné, vous pouvez valoriser sur un CV votre profil LinkedIn, dire, Bien regardez, sûr. je suis motivée, j'ai fait une formation. Le Exactement. truc, c'est que il faut pas, moi j'étais dans la logique aussi, je veux pas que ça me coûte cher parce qu'à un moment donné, mais par contre, il y a moyennant, on va dire, aussi, il y a des formations type, par exemple, le DU de MSL qui est à Paris Descartes. Il y a possibilité de se le faire financer par le CPF. Et quand on a fait un doctorat, on a un CPF parce que maintenant on a un salaire enfin, Donc, assimilé. Je sais pas doctorat, exactement. donc tu es sûr qu'on a un CPF quand on... Parce Ah que oui, je vous me avez posais un la CPF. question. Ah oui, vous avez un Beaucoup CPF. de doctorants ne savent pas qu'ils ont un Ah oui, si, CPF, si, si, ils ne si. savent pas qu'ils ont de l'argent dans leur CPF. Si, si, vous avez un CPF et vous pouvez D'accord. utiliser après votre CPF pour vous former. Et puis si après vous êtes à Pôle emploi, le Hmm. Pôle emploi peut vous financer aussi ce genre de formation. D'accord, ok. Parce que je pensais que tu pouvais mobiliser, parce que moi j'ai essayé de mobiliser mon CPF que j'avais accumulé durant mon postdoc, mais on m'avait dit que non, on ne pouvait pas parce qu'il fallait l'utiliser quand on était déjà Ah oui. considéré employé, tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc comme Mais ça. Et du coup, bah, après, j'ai je pas pense pu que, l'utiliser. ouais, après, je pense que ça dépend des universités. Moi, D'accord, le DU MSL, j'avais voulu le faire, mais en fait, on m'avait dit, vous ne pouvez pas mobiliser votre CPF privé, parce que la Croix-Rouge, c'est privé. Il faut d'accord. avoir un CPF public. Donc, Et en ouais. fait, il faut vraiment se renseigner sur comment faire, mais en tout cas, il y a des possibilités et Pôle emploi peut faire financer des formations aussi. Alors, hmm, Voilà. super, il faut se renseigner. Alors, juste, Ouais, il faut se renseigner. Maxime confirme effectivement, oui, oui, mon DIU a été financé par mon CPF. Ok, donc super, effectivement, c'est possible. Et puis sinon, il y a aussi Joao qui justement revient sur tu sais, ta certification MSL. Elle te demande, merci beaucoup pour votre temps. Je voudrais savoir si la formation Medical Science Legion Alliance Training était indispensable pour décrocher votre premier emploi à MSL. Non, non, C'est c'est pas pas indispensable. indispensable. Non, 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 c'est pas indispensable. Euh, c'est finalement, je dirais,
peut-être un plus. Moi, je connais des MSL qui ont été embauchés après une thèse ou après un postdoc et qui n'ont pas fait ce genre de formation, hein. Moi, si je l'ai faite, c'est parce qu'à un moment donné, comme j'avais aussi un profil atypique et que finalement, je savais que pour moi, ça allait être plus difficile. Donc, il fallait, entre guillemets, que je montre encore plus, peut-être, que certains, ma motivation. Et c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Alors, la formation en elle-même, moi, m'a servi aussi parce que ça m'a C'est ce permis que j'allais te dire. de mieux connaître aussi ce métier, mais c'est absolument pas indispensable. Pas D'accord. du tout. Donc, ça Pas t'a du tout. permis d'avoir quand même un peu de connaissances quand même. Ouais, Ça aide ouais. toujours d'avoir des Oui, oui, connaissances. oui. Oui, Ok. oui, oui. Moi, je suis vraiment partisane finalement de ne pas être obligée de payer des formations. Je sais il y a un truc aux États-Unis, la MSL Society, là, qui font payer des formations, un truc de malade, en disant oui, mais vous capitalisez sur l'après. Et moi, je suis pas forcément pour ça parce que je me dis, en plus, quand on cherche, c'est pas le moment où on a justement les moyens de faire financer. Enfin, on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour des formations. Donc, les formations type MOOC, c'est hyper bien. Il y a Coursera, EDX, il y a FunMOOC aussi en français. Et moyennant, alors, on n'est pas obligé d'acheter la certification, ça peut être totalement gratuit. C'est vrai que c'est quand même pas mal de payer généralement ces 40-50 € pour avoir la certification, on va dire, officielle et qu'on peut valoriser sur un CV et sur LinkedIn. Mais c'est pas obligatoire. Très bien. Mais par contre, c'est vrai que ça, en fait, c'est des petites formations, ça dure pas très longtemps, ça donne des bases et ça permet aussi de vraiment montrer en fait sa motivation. Auprès d'un recruteur. Mais tu as raison, Marivonne. Donc, du coup, ta formation, ton MOOC, tu disais donc 45-50 €, ce qui est quand même raisonnable. Ça a duré combien de temps? Alors c'est en nombre d'heures, hein, parce que en fait, sur Coursera, à partir du moment où on s'inscrit, on le fait on prend le temps dont on a besoin. Donc c'est tout est D'accord. fléché en fait. Il faut voir des vidéos, puis après il y a des quiz, et puis Ok. après il y a un examen final. Euh, et, euh, et finalement, donc on le fait vraiment à son rythme. Ok. Et puis à la fin, donc on peut repasser l'examen si jamais on n'a pas obtenu la première fois la note. Et en plus, c'est fait par des quand même. Moi, celui que j'ai fait, c'était quand même fait par John Hopkins. Donc, qui est quand même l'université reconnue dans tout ce qui est épidémio. Et donc, Intéressant. finalement, de pouvoir mettre qu'on a fait suivre un cours en ligne de John Hopkins, bon, bah, c'est valorisé sur un CV. Cool. C'est Et très, c'est très bien. fait par des personnes, c'est fait par des chercheurs et des enseignants, les mêmes qui font les cours si on allait à l'université suivre un Très bien. cursus. Donc, c'est quand même des Voilà. formations de qualité qui ne coûtent pas très Oui, cher et qu'on peut oui, utiliser pour valoriser à la fois sa motivation et son CV. Dire, voilà, ben, moi, exactement. je fais ce qu'il faut pour... Ouais. À la D'accord. limite, en dessous, dans le commentaire, dans un commentaire en dessous du teasing d'aujourd'hui, je pourrais mettre les liens des sites Ben ouais, qui carrément. proposent ça. Et il y a vraiment, alors je vais vous dire, il y a de quoi faire, hein. Très bien. Bah, allez fouiller, allez chercher. Vous voyez, s'il vous manque des choses, des fois, une petite formation de 50 €, valoriser son CV, c'est une formation de qualité, ça peut être super, donner bonne Ouais, impression face à un recruteur. Ben oui, je sais que ça me manque, exactement. je suis partie faire une formation, j'ai fait un MOOC, j'ai fait. Ouais. Et donc, ta formation MSL, là, que tu disais, pareil, ça t'a coûté combien? Je ne sais pas si tu me l'as Alors dit. là, c'était un peu plus, mais Un peu plus cher, je là, c'était suppose. un petit peu plus. Là, c'était dans les 300 €. D'accord. Mais j'avais eu, parce que normalement, elle coûte plus cher, mais quand ils font des webinars, c'était une association qui s'appelle Tiki Scientist. Yes, qui est Et connue, hein, cette association. ils font souvent des webinars. Et dans les webinars, en fait, ils donnent des coupons de promo. Donc, on peut avoir les formations pour 50% ou trucs comme ça. Donc, moi, j'avais profité de ça. D'accord. Euh, et, euh, et je trouve que finalement, alors certes, c'était un peu plus cher, mais là, pour le coup, moi, j'ai eu justement, alors, les vidéos qui m'ont aidé. Alors, certes, c'est américain, donc c'est pour le système américain, mais un MSL, c'est un MSL. Donc après, moi, je suis allée chercher pour tout ce qui était justement les différences entre le MSL et le délégué en France par rapport aux États-Unis, par exemple, et puis aussi toute la charte MSL, qu'est-ce qui se fait aussi euh, en, en France par rapport aux États-Unis. Et c'est vrai qu'après, moi, j'ai pu valoriser ça dans mon profil LinkedIn, j'ai pu valoriser ça dans mon CV. Et je pense finalement que voilà, ça a montré en fait ma motivation. C'était une manière de montrer ma motivation. Alors, il y en a C'est d'autres. très intéressant ce que tu dis, Marwan, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est j'ai fait un MBA, j'ai fait un DUI, j'ai fait, donc des formations souvent qui coûtent cher, qui sont plus longues dans la durée.
toi, tu n'avais pas envie d'investir beaucoup. Enfin, tu pouvais pas ou tu n'avais Non, pas en envie de plus, je pouvais repartir. pas. En plus, je pouvais Tu pouvais pas. pas. Voilà. Donc, il fallait trouver d'autres astuces. Et puis j'avais pas enfin et puis j'avais pas envie non plus d'être dans cette espèce d'engrenage Mm. de comment de centres entre guillemets de formation qui font payer des blindes pour des trucs sans que derrière on ait moi je me disais je suis pas sûre d'être MSL après donc à un moment donné j'allais pas m'endetter pour faire une formation, ça c'était hors de Ok. question. Donc, ça, c'était vraiment ton choix à toi et tu as trouvé d'autres intermédiaires, d'autres astuces pour y arriver, pour valoriser ton Exactement. CV, pour montrer que tu étais motivée. Et donc, il fallait que tu décroches des entretiens, Marie-Vonne. À un moment donné, tu t'es dit comment je fais pour décrocher les entretiens. Ouais, alors j'ai bien compris qu'en passant par la barrière RH, moi, c'était mort. C'est-à-dire concrètement, envoyer un CV à la RH, c'était mettre mon CV dans une poubelle. Yes. Parce que forcément. Non, mais je veux dire, c'est le principe de réalité. C'est-à-dire à un Pourquoi, moment donné, Marie-Vonne? Explique-nous. Parce que les gens parce qui t'écoutent, que, ils se disent, mais attends, j'ai rien compris là. On m'a dit qu'il fallait passer par les RH, moi. Pourquoi eh ben non, en fait, eh ben, alors moi, je suis celle qui va vous dire, bah non, en fait, passez pas par les RH, surtout si vous avez un profil un peu atypique comme le mien. Alors, voilà, moi, mon but, finalement, j'avais compris que les RH, alors j'ai rien contre les RH, bien évidemment, hein, Non, non. mais eux, en fait, ils doivent sélectionner et finalement, un profil comme le mien, bah, ils disaient, bah, attends, elle a jamais été MSL, en plus, elle était dans la formation avant, elle a un truc académique, voilà quoi. Ouais. Donc finalement, moi, j'ai vite compris qu'il fallait que j'arrive à être visible euh, auprès de recruteurs potentiels, c'est-à-dire qu'il fallait que j'arrive à chanter les RH pour essayer d'être visible auprès de ceux qui pourraient être mes futurs N+1 ou N+2, c'est-à-dire dans mon cas, manager de MSL ou Directeurs médicaux, enfin. directeurs médicaux. Donc en fait, ce que j'ai fait, et c'est un directeur médical qui nous l'a dit, parce que moi, je ne me voyais pas trop envoyer mon CV directement. Et un jour, j'ai discuté avec un directeur médical, super, qui avait un PhD d'ailleurs. C'est vrai que c'est assez rare, mais il Mm. y en a de plus en plus. Mhm. Et qui m'a dit, envoyez vos CV aux directeurs médicaux parce qu'on a toujours 2, 3 CV sous le coude quand on a un poste qui s'ouvre. Et là, j'ai un peu tiqué, j'ai fait un blanc et il me dit, mais vous voulez avoir un poste? Bah oui. Il me dit, mais il faut que ils le sachent. Parce que si vous leur dites pas que vous voulez un poste, c'est bien de réseauter, c'est bien tout ça. Mais donc en fait, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai dû envoyer presque une centaine de, de mails. Alors il m'avait dit par mail. Alors Ah, voilà. le plus dur, je vais vous dire, c'était de trouver les mails des gens. Donc en fait, alors, petit conseil, il existe des Astuce, Marivonne. astuces Marivonne. Il existe des plugins sur Chrome et sur Ah, comment Firefox yes. qui vous permettent de trouver en fait le corps des, euh, des mails des entreprises. Et donc, il suffit d'avoir le nom et le prénom de la personne. Et donc, alors souvent, c'est prénom.nom arrobase Mais pas tout le temps. machin.com ou .fr. Bon, donc voilà, il existe ces plugins-là. Donc, je me suis servi de ça. Il y en a, alors, quand c'est un nom composé ou un prénom composé. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que j'avais fait, c'était que j'avais sur LinkedIn, j'étais passée avec le profil premium pendant quelques mois et ça m'a permis d'envoyer les emails qui envoient un mail à partir de LinkedIn, même si on ne connaît pas l'adresse mail de la personne. Et donc, dans ces D'accord. cas-là, moi, je suis passée par là pour des personnes dont je n'avais pas le mail, j'arrivais pas à le trouver, ça revenait, revenait, revenait. Mais sinon, la majorité, je vais vous dire, ça doit être bien 80% ou 90%, et ben, c'est passé, les mails sont arrivés. Bien évidemment, la majorité des personnes ne m'ont pas répondu, mais ça, je le savais déjà. On va dire en pourcentage, j'ai dû avoir 80% de non-réponses. J'ai dû avoir, je sais pas, bah, 20, enfin, on va dire 19% de réponses, mais qui pour moi ne servaient à rien, qui étaient vous avez un super profil, on passe votre CV au RH. Donc, je m'étais là, bon, ok, ça ne sert à rien. Ok. Et puis, j'ai eu 2 entretiens informels avec 2 directeurs médicaux. Alors ça, Donc, dans les 100 candidatures, tu as oui, envoyé spontané. Sur 100, oui, 2 où tu as exactement. décroché les entretiens. Donc c'est Exactement. Donc, un vrai travail de labeur. Il faut tenir mentalement. exactement. C'est pas facile. Exactement. Donc, je m'étais fait des tableaux, je m'étais fait de tous des outils, en fait, pour vraiment suivre
tout le réseautage que j'étais en train de me faire. Oui, pas trop organisé. Et donc, j'ai eu 2 entretiens informels, dont un entretien avec le directeur médical de Boehringer Ingelheim, le labo où Ben voilà, et bingo. voilà. Et vas-y. Et qui m'a dit, je n'ai pas de poste à vous proposer, mais je suis disponible si vous voulez qu'on échange. Donc, ils Bien évidemment. apprécient la démarche. Cette démarche est appréciée hein, par les directeurs, les managers. Un MSL, c'est quelqu'un qui doit avoir un peu, enfin, du culot, qui doit être capable à un moment donné Ouais, de démarcher les gens, de dire, voilà, ouais. j'ai de la valeur, il faut me prendre, c'est la personne, je suis la Bah, personne que c'est-à-dire, vous à un moment recherchez. donné, finalement, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas utilisé dans les entretiens, mais en fait, je pense que c'est quelque chose quand la démarche de réseauter, cette démarche de réseauter, c'est une compétence qu'on acquiert. Et c'est donc une compétence qu'on peut valoriser Absolument. quand on veut faire un métier où ensuite il faut comme le métier de MSL, où ensuite il faut créer des liens avec des médecins. C'est de le valoriser en disant, vous voyez ce que j'ai fait pour ma recherche d'emploi, et je peux faire la même chose en tant que MSL. C'est-à-dire créer Absolument. des liens et puis aussi, et puis aussi euh, euh, entretenir aussi. Parce que c'est pas juste créer des liens, il faut aussi entretenir son réseau. Donc finalement, voilà, moi, c'est vrai que cet entretien, il s'est super bien passé. Coucou Avec... Juliana. Là, Marivonne, comme on rentre dans le vif du sujet et qu'il nous reste à peu près 13 minutes, Ça je leur marche, ai dit, bah, allumez vos caméras, posez vos questions directement en ça live à marche. Marivonne. On rentre dans le vif du sujet. Là, tu vas nous parler du métier d'MSL, là, finalement. Bah Donc, oui, un peu vas-y, quand même, parce que on finalement, on y n'en a va. même pas parlé. Il faut en parler, là. Bah oui, quand même, un peu. Donc, du coup, ce directeur médical t'a dit, super, merci beaucoup pour votre CV. Aujourd'hui, là, j'ai pas de poste. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 2, 3 mois, Euh, Marivonne? Bah, on a fait un super entretien informel, Informel au départ. qui s'est super bien passé. C'est vrai que lui, il m'a vraiment vu, il a vraiment vu mes compétences plutôt que mon manque d'expérience dans le poste. Et il m'a dit, moi, si j'ai un poste, je reviens vers vous. Bon, c'était en été, c'était il y a 2 ans, c'était en juillet. Et fin septembre, il est revenu vers moi en me disant, bah, mon manager de MSL va revenir vers vous pour continuer nos discussions. Et ça, c'était le vendredi. Et le lundi, j'ai vu l'offre apparaître sur le site. Et donc, je me suis dit, ah, tiens, ça doit être par rapport à ça. Donc là, j'ai eu après un vrai entretien avec le manager de MSL qui m'a bien challengé parce qu'il avait besoin aussi bah, il avait besoin d'être sûr que j'étais quand même faite pour ce poste et que ça allait le faire. Donc, ça a duré 1 heure et demie, mais un super entretien. Ouais, ouais. Et ensuite, j'ai eu l'entretien avec la DRH et finalement, j'ai décroché le poste. Voilà. Et bingo. Et donc, je sais que si j'ai décroché ce poste, c'est parce que j'ai eu l'entretien informel avant. Parce qu'il y avait 50, je crois, candidatures. Moi, avec mon petit CV, j'aurais été noyée dans les candidatures, en C'est sûr. plus de probablement MSL senior qui avait de l'expérience. Et finalement, comment, moi, montrer ma personnalité, comment montrer ce que j'étais et ce que je valais. Donc, c'est pour ça, en fait, que je pense qu'il faut pas brûler les étapes. Il faut d'abord bien connaître le métier, discuter avec des personnes qui sont dans le métier, parler le même langage, ça, c'est quelque chose d'important. Souvent, on va dire la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Donc, il faut acquérir ce langage-là. Et plus vous allez discuter avec des personnes du secteur dans lequel vous voulez travailler, plus ça va être simple vous-même de parler ce langage-là. Et ensuite, quand vous parlez ce langage-là et quand vous connaissez le métier et que vous avez aussi acquis des connaissances qui vous manquaient, dans ces cas-là, tapez dans les recruteurs. À ce moment-là et pas avant, parce que Oui, vous bien n'aurez sûr. qu'une seule chance. Bien sûr. Donc, tapez quand vous êtes vraiment prêt. Et là, vous allez être pris au sérieux. Et effectivement, ça peut ouvrir des portes. Alors, Marivonne, on va laisser les gens poser les questions. Juliana, Maxime. Juliana d'abord, je te laisse la parole. Ça marche. Ben, merci beaucoup à Marivonne parce que c'était vraiment une mine d'informations incroyable. Merci. Plus que ce soit votre parcours ou que ce soit les Ah, mais on conseils peut que vous se, avez on peut se donnés. tutoyer, hein. Non, non, mais on se Ah, Allez, tutoie. vas-y, Ah, Juliana. là, ok, Oh là allez, là. c'est là, du coup, parti. là, c'est bon. Non, Allez, mais hop. merci beaucoup. C'est vraiment, c'est super génial. Donc, juste pour un peu de contexte, moi, j'ai passé ma thèse en octobre 2020. Là, maintenant, je suis en ATER et mon D'accord. contrat se finit en août. Et en fait, ça fait facilement 1 an que je mature le projet de devenir MSL, etc. Et en fait, ben,
ouais, j'ai quand même profité un peu de mon ATR pour faire un petit bébé et tout. Donc, ouais, j'avais un peu la question de comment on gère ça après, en fait, comment on gère au quotidien le fait d'avoir des enfants, etc. Parce que, par exemple, j'ai parlé avec un manager de MSL très sympa et qui me disait, ah oui, mais du coup, si tu as un enfant, ça veut dire que tu vas pas être prête à bouger pareil, etc. Et c'était un peu le premier contact que j'avais avec un manager de MSL, donc forcément, ça m'a désarçonnée. Alors, Marie-Vonne, pour répondre à la question de Juliana, si tu peux en profiter mais rapidement pour rappeler ce que c'est globalement le métier d'MSL, et puis après on répond parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'MSL, nous, on est itinérant, hein, on est sur le terrain, donc soit on est chez nous, soit on est sur le terrain. Donc, on est amené quand même à se déplacer. Alors, après, ça dépend finalement de l'art thérapeutique, ça dépend du laboratoire, ça dépend de la pathologie. On a des secteurs qui peuvent être plus ou moins gros. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose aussi d'important. Donc, le MSL, en fait, il va à la rencontre des médecins pour aller présenter les actualités médicales et scientifiques. Donc, finalement, nous, on est un peu experts scientifiques sur une molécule, même si face au médecin, finalement, l'expert, c'est jamais nous, hein, c'est toujours le médecin. Et donc, voilà, on va présenter, faire des présentations de données, on organise des réunions scientifiques, on est aussi sur le terrain en lien avec nos collègues délégués. On est vraiment en synergie avec nos collègues délégués qui, eux, finalement, ont des sectos beaucoup plus petits, donc connaissent finalement mieux le terrain que nous. Donc voilà, on travaille vraiment bien avec eux, même si le médical et les ventes, c'est différent, c'est cloisonné et c'est normal et c'est comme ça. Donc, le métier de MSL, finalement, c'est de faire la science autrement, mais au plus près finalement du médecin. On a un impact finalement sur les médecins. On est souvent sur des innovations thérapeutiques et donc le but, c'est vraiment de présenter aux médecins justement comment ces innovations thérapeutiques, elles peuvent finalement s'articuler pour quel type de patient. Donc, voilà. Donc, on fait de la science. Moi, je fais de la science tous les jours. Différemment, je ne suis plus à la paillasse. Ça fait belle lurette, je ne suis plus à la paillasse, mais je fais de la science tous les jours. Je fais de la Tu lis veille. plein d'articles, Marie-Vonne, cette fois. Ah là là, mais mon Dieu, mais j'en lis plein des articles. C'est sûr, je fais ma veille. C'est mon petit rituel du matin. Et puis, on se fait aussi challenger avec des médecins, des fois. Hein, ils nous posent des questions, alors qu'ils ne sont pas toujours des questions de science, parce que c'est aussi des questions pratico-pratiques. Et alors, moi, j'ai un patient, s'il a ça, tel effet indésirable, je fais quoi? Bah, des fois, on peut répondre, des fois, on ne peut pas répondre. Des fois, on va renvoyer vers un autre type, vers un autre médecin. Moi, je suis sur une molécule où finalement, on est sur des patients qui peuvent être diabétiques, insuffisants cardiaques, maladie rénale chronique. Donc finalement, des fois, on dit, voilà, attendez, là, vous prenez plutôt conseil auprès du diabétologue si on parle au cardiologue. Donc voilà, on bouge quand même pas mal. Après, je pense qu'en termes avec un enfant en bas âge, je pense que c'est l'organisation, en fait. C'est-à-dire finalement, essayer de trouver peut-être d'être MSL sur une molécule où il y a quand même des sectos qui sont plus petites. Par exemple, ne pas choisir les maladies rares. Parce que les maladies rares, souvent, il va y avoir un ou deux MSL en France. Donc, il vaut mieux être sur des pathologies, on va dire, où il y a plus de patients. Et donc, ça veut dire que les sectos vont être plus petites. Voilà. Mais après, Voilà. c'est une organisation, en fait. C'est une organisation. Et puis, finalement, ça dépend, la secto aussi, de où on habite. Est-ce qu'on a un aéroport pas loin, une gare pas loin et puis après, est-ce qu'on a aussi nos proches qui peuvent aider, voilà, le conjoint, la belle famille ou la famille, des amis, voilà. Ouais, il faut se faire aider, quoi. Ok. Mais Marie-Vonne, tu peux me donner une idée de combien de temps tu bouges par semaine? Combien de temps tu es chez toi par semaine? Ça dépend. Le truc, en fait, c'est que ça dépend vraiment. Moi, je me rends compte que on est une vingtaine maintenant de MSL chez Boehringer sur des aires thérapeutiques différentes et on bouge pas du tout de la même manière. Moi, je suis sur un lancement, donc je bouge quand même beaucoup là. Là, je dois entre janvier et juillet, je dois avoir plus de 35 staff. Donc, c'est ça qui me fait le plus bouger. Après, on va aussi un peu au siège. Donc, ça dépend. Là, ça doit être deux fois par semaine ou quelque chose comme ça. Donc, sachant que toi, tu es sur un lancement, mais les gens qui sont encore sur des trucs un peu dans la clinique, dans les essais cliniques, tu bouges peut-être moins.
à ce moment-là, non? Ouais, Ça dépend. ça dépend finalement. Et puis après, il y a aussi les face-face avec les médecins. Mais le Covid, il a changé aussi certaines choses. C'est-à-dire qu'avant, c'était tout en présentiel. Et maintenant, on peut faire aussi les face-face en En vidéo. distanciel. Alors, c'est bien d'aller rencontrer quand même un médecin sur place, mais on n'est pas obligé de le faire tout le temps. On peut faire aussi alterner, le faire aussi en visio. Donc, c'est Donc, très variable. Ça donc dépend. ouais, c'est ça. En fait, il faut vraiment, je pense, au moment où on a l'entretien, je pense que c'est vraiment des questions qu'il faut poser. Justement, cette question-là, il faut la poser parce que c'est important de dire, ben voilà, ça serait quoi ma sectorisation? Et puis, après, oui, c'est l'organisation. Oui, c'est l'organisation, bien sûr. Mais Mais sans comme, montrer mais que... comme n'importe, mais comme Mais comme, n'importe comme n'importe quel travail, en fait. Absolument. quand on est en post-doc et qu'on fait des journées à rallonge, au final, on Ben est oui, en c'est ça. déplacement, Ouais, mais ouais, ouais. Et on est qu'on là travaille le week-end. le week-end Qu'on vient et au tout labo le ça. Donc, week-end et tout. Donc, au c'est une final, c'est ça, c'est organisation. l'organisation. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Et, Merci, et Juliana, pour tout pour le la reste, bon, je question. laisse un peu la parole aux autres Yes. quand même. Maxime, à ton tour. Du coup, bonjour. Merci beaucoup pour ton témoignage. Déjà, le truc qui a vraiment résonné avec moi, c'est cette notion que quand on est dans des cellules, quand on est dans le modèle animal, on est à des années-lumière au final du patient. Et c'est exactement ce qui m'a fait donner envie de sortir en fait et de m'introduire dans le milieu de l'industrie pharma parce qu'au final, on est quand même plus proche du patient. On a vraiment des activités qui ont Ouais. un réel impact, quoi. Absolument. Merci également sur ton témoignage sur l'importance du réseautage. C'est quelque chose sur lequel j'ai encore énormément de progrès à faire. Et ça m'a vraiment motivé de m'y remettre dedans là, surtout que j'ai commencé un job de rédacteur médical, mais bon, ça se passe pas Ah très oui. très bien, D'accord. donc je suis toujours en recherche ultra active de postes aux affaires médicales. Yes. J'avais une question du coup pour revenir sur le job de MSL. J'ai cru comprendre que vu qu'en fait les informations qu'on doit donner aux médecins elles sont quand même extrêmement cadrées par le global, j'ai cru comprendre que en fait les présentations, les PowerPoint que les MSL ont à présenter aux médecins, en fait, ça vient du global. Il n'y a aucune liberté, en fait, de sortir de ce qui a été prédéfini par le global et par les medical advisors. Est-ce que c'est pas frustrant, en fait, de devoir te cantonner, en fait, à un discours? Certes, il faut quand même arriver à le maîtriser. Mais évidemment, quand le médecin va poser des questions, on peut également bifurquer un petit peu. Mais par rapport à ce qui est la partie, entre guillemets, proactive du MSL où j'apporte de l'information qui est ultra cadrée, est-ce que c'est pas frustrant? Alors déjà, ça dépend déjà des labos. Le Ouais. truc, c'est qu'en fait, les diapos, effectivement, doivent être validés. Alors, en tout cas, nous, chez BI, alors, on est sur la molécule sur laquelle je suis, nous, on est en alliance avec le laboratoire Lilly, qui ne fonctionne pas exactement pareil. Mais en tout cas, le but, c'est que vraiment les diapos soient validés. Mais on peut, alors, le truc, c'est qu'on peut faire des diapos, mais il faut absolument les faire valider. Il faut que ça soit validé par le réglementaire. Voilà, il faut pas d'informations promotionnelles, il faut vraiment qu'il y ait les références. Enfin voilà, c'est vraiment très Mhm. cadré. Ouais. Pour autant, il y a quand même cette possibilité-là. Et puis après, c'est vrai que ça peut aussi nous arriver. Moi, ça m'arrive en staff, si on me pose une question, je pense à un article, je peux toujours montrer le PDF en disant, vous voyez, il y a cet article-là. Le but finalement, c'est de montrer chaque information qu'on va avancer, on va dire à l'oral. Il faut forcément Ouais, s'appuyer sur la science. bien sûr, ouais. Si moi j'ai pas de slide validé, par exemple sur quelque chose que je vais dire, mais je sais qu'il y a un article qui est sorti, une méta-analyse ou quelque chose comme ça, je peux toujours en parler, le montrer et dire, voilà, on peut vous faire envoyer l'article. Donc nous, en fait, en tant qu'MSL, on a quand même une marge de manœuvre assez grande. On peut parler de Ouais. ce qui est hors AMM, et puis on est là aussi pour répondre à un besoin. Donc si le médecin Ouais. il a envie d'aller plus loin sur certaines données scientifiques, à partir du moment où c'est des données qui ont été publiées, en fait, il n'y a pas de raison, sinon on est au courant, il n'y a pas de raison de ne pas leur en parler finalement. Alors, Ouais. moi, je trouve, pour avoir fait quand j'étais à la Croix-Rouge, je faisais moi-même mes PowerPoint, je trouve ça très confortable quand Oui. même. PowerPoint, déjà, Voyons le côté que, voyons de, On va pas se mentir, ouais. on va pas se mentir parce que Ouais. si tu devais à chaque fois te faire tes PowerPoint, c'est quand même assez chronophage aussi. Donc c'est un Ouais. confort de pouvoir dire j'ai la présentation de fait. Ouais. Puis ce qui est hyper stimulant, c'est aussi les échanges avec les médecins, c'est les C'est Ah oui, sûr. oui, réflexions, c'est le oui. feedback. Et que C'est ça et que qui est finalement, enfin passionnant. moi depuis, parce que comme on est en lancement depuis septembre, moi j'ai fait mes premiers staffs
vu que je suis arrivée l'année dernière en février. Donc, mon premier stage, je l'ai fait au mois de juin l'année dernière. Et puis, j'ai vraiment réellement fait mes premiers staffs à partir de septembre parce que les hôpitaux sont sur ouvert et tout. On était quand même en Covid Ouais, encore. Et j'ai dû en faire près d'une cinquantaine là. Et c'est vrai que chaque staff est différent ouais, parce que les attentes ne sont pas les mêmes, parce que on va nous poser des questions. Des fois, il y a une question qui sort derrière les fagots, on dit mince, cette question-là, je ne l'ai jamais eue. On a le droit de ne pas savoir, bien évidemment. Euh, et dans ce cas-là, on peut s'appuyer aussi sur le département d'information médicale qui va répondre à la question, ouais, qui est là aussi pour répondre à la question. Donc, finalement, c'est vrai qu'on est challengé, pas que sur la science, parce que c'est aussi sur des aspects enfin, très on va dire, de bonnes pratiques aussi. bien sûr. Penser qu'on ne fait que de la science, bah, c'est faux aussi, parce que finalement, en tant qu'MSL, je veux dire, moi, quand j'ai un cardio qui me dit je fais quoi avec les infections génitales, c'est pas le petit P d'interaction du truc, du sous-groupe machin, qui va permettre de répondre à la question. Donc, euh, donc finalement, c'est aussi important d'avoir toute cette base-là, et c'est l'écueil dans lequel nous, en tant que scientifiques, il ne faut pas qu'on tombe. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on dise je vais faire de la science et que de la science. Et c'est là où justement nos collègues médecins notamment peuvent nous apporter parce qu'il faut connaître le besoin médecin et ça là-dessus, c'est là-dessus où on pêche et c'est le truc où on a besoin de raccrocher les wagons Ouais, et aussi sur l'aspect patient. Parce qu'à un moment donné, nous on a fait même, enfin, moi je me souviens, hein, j'ai fait une partie de ma thèse, c'était en lien avec la schizophrénie. Ah ben j'étais capable de dire hein, les neurotransmetteurs, la masse, hein, tel truc. Et au final, un jour, j'ai parlé avec ma sœur qui est infirmière psy en psychiatrie et on a parlé de schizophrénie et elle m'a raconté le Ouais. parcours patient, mhm, les événements indésirables des traitements. Et là, Mm. je me suis pris une grosse claque et je me suis dit, Le waouh, BIM. en fait, c'est trop, enfin, trop scientifique, mais il faut faire gaffe en France. Il ne faut pas être ouais, trop ouais, scientifique. ouais, Et justement, c'est là où les médecins vont aussi nous aider, parce qu'on peut leur poser des questions aussi. Nous, on a le droit de leur poser des questions. Et vous pensez quoi de ça et cette pathologie et donc, ils vont aussi nous donner bah, leur opinion et ce qu'ils pensent aussi en lien avec les patients. Et puis, si on a des collègues qui sont médecins, moi, dans mon équipe, je suis la seule PhD. J'ai un collègue pharmacien et j'ai trois collègues médecins. Bah, bien évidemment, quand je les entends parler, bah, je me nourris aussi de ce qu'ils ouais, disent. bien Voilà. sûr. Et vice-versa, eux se nourrissent quand toi tu leur parles C'est de science. C'est ça qui est pareil, génial. pareil. Moi, je fais la veille, en fait, je fais la veille scientifique pour toute mon équipe. Parce que Mhm. j'ai une collègue qui me disait, oui, mais attends, tu dois passer un temps infini à faire ça. Je disais, bon, bah non, en fait, parce que lire des articles, à un moment donné, On sait où voilà chercher quoi. les infos, ouais. Faut un peu faire, quoi. Donc, voilà. C'est super Chacun, apprenant. chacun ses compétences, chacun la plus tout le monde peut apporter, chacun peut apporter une plus-value dans l'équipe. Et nous, en tant que PhD, en tant que MSL avec un PhD, on peut réellement apporter cette plus-value-là de science. Mhm. Vraiment. Voilà. Claire. Et juste, j'ai dit que je laissais la parole aux autres, mais juste une petite question, je rebondis. En fait, je me demandais par rapport au parcours avec toutes les formations, le fait qu'on soit finalement assez éloigné de la pratique du MSL, comment tu as géré le passage de toute cette période où finalement tu t'es formé sur en ligne, etc., à le pratique. Comment ça s'est passé cette transition-là? C'est-à-dire la transition quand j'ai eu le poste et que j'ai intégré le poste, c'est ça? Ouais, et le terrain, etc. Est-ce Ouais. qu'il y a eu comment ça s'est géré? Est-ce qu'il y a eu un temps d'adaptation, de la formation? Comment ça s'est passé, Le tout Bah premier staff, déjà, par exemple, ouais. ah bah, par alors là, exemple? alors je vais vous raconter, vous allez rigoler. Le truc, c'est que déjà, moi, généralement, c'est vrai que le premier poste d'un MSL qui a un PhD est souvent dans l'ère thérapeutique dans laquelle il a fait sa thèse. Voilà. Moi, dans mon cas, c'était pas le cas. Donc, en fait, j'ai eu tout à apprendre. Donc, Ouais. concrètement, c'était tableau blanc et allons-y gaiement. Donc, je peux vous dire que les premières semaines, mes premiers mois, je dormais super bien parce que la journée, c'était tellement d'infos, les acronymes nouveaux. Enfin, on est dans une voilà, une nouvelle entreprise, nouveau secteur, nouveau métier. Je me suis rendu compte que j'avais l'impression que je connaissais bien le métier de MSL. Bon, bah, au final, je connaissais la base, mais la base de la base, quoi. Tout était Mhm. à acquérir. Euh, et puis, bah, j'avais aussi l'art thérapeutique, parce que moi, j'ai fait ma thèse en neurosciences, je me retrouve en cardio-métabolisme, donc diabète, insuffisance cardiaque, maladie rénale chronique. Ok, bon, bah, allons-y, formons-nous. Donc déjà, c'est vrai que le MSL,
n'est jamais. Il y a plusieurs mois de formation avant qu'il soit sur le terrain, voilà, ce qui est logique. Moi, finalement, alors, la chance que j'ai eue, mais qui finalement n'est pas totalement une chance, c'est que en même temps, j'étais chez moi, les hôpitaux étaient fermés, donc j'ai eu la chance de pouvoir me former. Mais par contre, l'inconvénient de ça, c'est que moi, je n'ai pas pu voir mes collègues sur le terrain. Ouais. Donc, finalement, j'ai vu un staff, mais ça faisait une semaine que je venais d'arriver, un board avec un collègue le lendemain de mon arrivée. Bon, c'était comme ça, et puis voilà. Alors il y a tout, enfin, en tout cas, chez BI, mais je pense que c'est partout pareil, on a une mise en situation. Dans une mise en situation, en fait, moi, la présentation, ça a été, les questions, je me suis un peu plantée parce que finalement, sur des questions très pratico-pratiques, en fait, moi, je voulais répondre par de la science. Mhm. Bah oui, mais non, c'est pas possible. Donc finalement, après, voilà, toute l'équipe m'a accompagnée, m'a aidée, j'ai pu poser toutes les questions aussi. Finalement, cette mise en situation, elle m'a permis aussi, à un moment donné, de me dire, ah, OK, où j'en suis rendue? J'en suis rendue là. Et puis, mon premier staff, donc, je m'en souviens, hein, c'était le 4 juin l'année dernière. Vous voyez, C'était exactement à 14h42, on a commencé. en plus, D'accord, raconte. mon boss qui me dit, je vais t'accompagner. Donc là, alors, ça rajoute encore un truc. La grosse pression en plus. Et puis, voilà, moi, c'est mon expression, je dis j'avais vraiment un balai dans le derrière, quoi. J'étais hyper stressée. Finalement, ça s'est passé. Ça s'est passé, voilà, parce qu'il en faut un premier. Euh, et puis, euh, et puis après, c'est vraiment, en fait, j'ai vraiment eu la sensation, parce qu'après, j'en ai fait un deuxième. J'ai une collègue aussi qui m'a accompagnée. J'étais beaucoup plus à l'aise, surtout qu'en plus, il s'est passé des péripéties, des trucs, la présentation de Mac à PC, ça s'affichait pas bien. Ouais. Le concurrent qui a fait ça juste avant parce qu'il s'était planté dans les dates. Enfin, voilà. Bon. Donc là, il faut lâcher prise à un moment donné. Et puis là, ça a mieux passé. Et puis après, à partir de septembre, j'ai fait mes premiers staffs toute seule. Et là, c'était comme si on m'avait pris et prof dans le grand bain, quoi. Mais au final, je ne le regrette pas parce qu'en même temps, j'ai vachement appris en fait. J'ai vachement appris et donc et maintenant, j'ai l'impression des fois que je me dis ah c'est bon, je maîtrise. Et puis quand j'entends mes collègues qui ont 10 ans, 20 ans de bouteille parler avec en plus toute la mise en perspective sur d'autres molécules, la concurrence et tout, là je me dis oh, mon Dieu, mais tu sais rien, mais tu sais rien. Enfin voilà. Donc finalement, voilà, il y a toujours à apprendre. Et c'est vrai que généralement, quand on a fait une thèse, on est toujours soif d'apprendre. Ah là, c'est sûr qu'on apprend tout le temps. Alors là c'est sûr. Là, je dirais que la transition, alors il faut en fait accepter de lâcher prise. Il faut accepter de sortir, mais de sa zone de confort, mais alors plus, plus, plus. C'est-à-dire là, d'être dans un espèce d'inconfort total pendant plusieurs semaines. C'est-à-dire, OK, je ne maîtrise rien. Je ne maîtrise rien, mais c'est pas grave. Je sais faire parce qu'à un moment donné, quand on arrive en thèse, bon, on maîtrise pas grand-chose quand même. Hein, la littérature, on la maîtrise pas. Les techniques, on les maîtrise pas forcément. Donc, à un moment donné, c'est se retrouver finalement dans cette espèce d'état de déséquilibre entre guillemets et puis d'ingurgiter plein de trucs, mais au final on sait faire ça, ingurgiter à un moment donné, on l'a fait pendant nos études, donc on sait faire, donc voilà là-dessus Donc il y a la passion, le plaisir, tu vois. Enfin, ouais, mais c'est ça. Et puis après c'est vrai que moi, en tout cas, c'est ce que je dis aussi à mes collègues et quand on me pose la question, finalement, est-ce que tu es contente? Et je dis, moi, je kiffe mon job, quoi. Je suis heureuse de me lever le matin. Même des fois, quand je suis obligée de me lever tôt pour aller prendre un train ou tout ça. Et finalement, je suis super contente je me dis, en fait, non, c'est vrai avec notre doctorat, on a quand même la chance de pouvoir avoir une collection, un panel de métiers énorme et donc, cette possibilité-là de pouvoir s'éclater dans un métier. Et en plus, qui est quand même vachement bien aussi dans l'industrie, c'est que si on veut, moi, si je veux rester MSL toute ma carrière, maintenant, je peux le faire. Mais si j'ai envie d'évoluer, le fait de moi d'avoir un PhD, ça me permettra aussi de pouvoir évoluer.
Donc finalement, c'est de dire, voilà, moi, je suis arrivée par ce poste de MSL. Est-ce que je vais avoir envie d'être toute ma vie MSL? Bah, probablement pas. J'aurais peut-être envie d'autres choses aussi. Mais j'ai cette possibilité-là et le doctorat me permet de le faire. Et c'est la première fois, je vais vous dire, moi, c'est la première fois où finalement, euh, j'avais l'impression avant qu'on me disait, ah ouais, avec un doctorat, ah ouais, mais on ne sait pas trop où te mettre, ah ouais, mais un doctorat. Et là une fois, j'ai échangé avec quelqu'un qui était MSL, qui avait un master et qui m'a dit, moi, je ne pourrais pas évoluer plus parce que toi, tu as de la chance, tu as un doctorat. Oh, je dis, waouh, t'es le premier qui me dit, tu as de la chance, tu as un doctorat. C'est important ce que tu dis, Marie. Et voilà, donc on a cette possibilité-là. Et en plus, je suis convaincue aussi que dans les postes, alors dans l'industrie hors poste R&D, mais tous les postes qui finalement sont pas, on n'est pas prédestiné avec un doctorat à faire ça, où les gens ne nous projettent pas quand on a un doctorat pour ces postes-là. Chaque intégration d'un PhD qui est réussi, on travaille pour les autres. C'est-à-dire, moi, j'ai la notion, en fait, que, parce que, voilà, je pense que, enfin, c'est pas je pense que ça se passe bien, c'est que ça se passe bien. Je pense que mes supérieurs sont contents de moi. Et donc, je sais que moi, je travaille aussi pour l'intégration d'autres docteurs dans ce type de poste. C'est pas merveilleux, ça. C'est pas une bonne conclusion, ça m'arrive. J'aurais tellement envie de te poser d'autres questions, mais je vois l'heure qui file. Et je vous l'avais dit au début, je vous l'avais dit qu'avec Marie-Vonne, ça allait être dur de s'arrêter. Marie-Vonne, c'est trop dur. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir encore sous le pied 10 000 questions. Est-ce que je peux te contacter par LinkedIn justement et pour qu'on puisse en discuter parce que... moi, il n'y a pas de souci. Alors, ne pas hésiter à me relancer. Et ça, c'est un autre conseil. Les gens avec qui vous allez réseauter sont souvent pas beaucoup de temps. Ne jamais hésiter à les relancer. Vous attendez quelques jours, bien évidemment, et vous les relancez en disant je suis. Alors, en mettant bien évidemment les formes, mais ne jamais hésiter à le faire parce que on peut être embolisé avec plein de trucs et avoir envie quand même et c'est pas la priorité, on oublie et donc voilà, donc moi si à un moment donné je réponds pas, c'est pas que je veux pas, c'est que finalement je suis peut-être passée à côté du message et donc mais ne pas hésiter voilà bon de toute manière enfin bon en plus vous avez le lien vers mon profil LinkedIn mais des Marie-Vonne il n'y en a pas 36 000 MSL, je pense que je vais être la seule donc finalement c'est facile à trouver. Vous la trouverez facilement, vous la retrouverez facilement. Non, c'est chouette, donc n'hésitez pas, hein, Marie-Vonne. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn. Vous avez vu comment elle est accessible, elle est agréable, elle est chouette, elle est adorable. Moi, je suis très, très contente d'avoir... on pourrait continuer comme ça à discuter longtemps. Ah bah oui, hein, 14h15. Je sais mon interview, c'est le plus long que j'ai fait depuis un an et demi. C'est vrai. Mais je m'attendais, Marie-Vonne, c'est pour ça que je l'ai prévenu au début. Écoute, c'était génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Franchement... Et elle pourrait encore vous donner plein de tips, mais bon, là, contactez-les en message privé. Tu as parlé aussi de liens, de trucs, Marie-Vonne. Alors, je vais mettre les liens vers les plateformes pour les cours en ligne. Yes. Alors, ce qu'on fait, c'est que nous, on prendra ça, on le mettra aussi dans le replay, tu sais, en dessous en commentaire. Oui, ok. Et puis, si vous voulez, contactez-la, vous envoie ça, Marie-Vonne, en message privé sur LinkedIn. Je pense et ne pas hésiter à me relancer. Voilà, relancez-la. Je ne ressemble pas, mais je suis aussi Dory. Hein. Je suis Dory, donc j'ai tendance à oublier très très vite. Donc si je ne prends pas les notes, je suis une catastrophe. Voilà, écoute, merci infiniment Marie-Vonne. Merci à tous d'avoir assisté à cette interview. Moi, je suis très contente. Et je pense que ça fait un moment que je te disais, Marie-Vonne, il faut que je t'interviewe. On est là, on est bon. Ça fait un an maintenant, 4 mois que tu es MSL. Exact. Écoute, moi, je continue à te suivre et peut-être que dans quelques années, tu seras manager, tu recruteras. On verra, on verra. Eh oui, ça sera peut-être ton tour de recruter. Et puis voilà. Donc, je suis très contente. Merci à tous. Merci d'avoir participé. Et puis, à très vite pour une prochaine interview. N'hésitez pas à vous abonner sur votre chaîne Résilience PhD. Merci Marie-Vonne. Peut-être un dernier mot, juste un dernier des derniers. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Alors, un autre petit conseil, n'hésitez pas n'hésitez pas à contacter les MSL si vous voulez être MSL qui ont un PhD parce qu'ils seront toujours contents. Parce que souvent, ils ont quand même galéré. Le plus difficile, c'est de rentrer. Et donc, ils auront toujours des petits conseils à vous donner
Et donc, alors vous pouvez contacter ceux qui sont médecins, pharmaciens ou autres, hein, pas de souci. Mais c'est vrai que ceux qui ont un PhD, souvent ils ont galéré pour avoir leur poste, alors ils sont toujours prompts à vous répondre. Voilà. Sachant que le directeur médical qui t'a recruté, lui, n'a pas de PhD, hein. C'était un médecin. Non, c'est un médecin. C'est un médecin, mais comme la majorité, hein. Comme la majorité comme beaucoup, des directeurs. Mais ça commence tout doucement, on va dire de plus en plus. Tout doucement, exactement. Nickel. Ben, merci à vous tous. Voilà, tu as des petits messages. Merci infiniment. C'était extrêmement informatif. Merci à vous. Merci beaucoup. Un petit message aussi. Merci à Résalliance pour ces interviews et à Marivonne pour des très, très, très bons conseils. Tu as vu quand même, Marivonne? Ouais, mais j'en ai encore dans ma sac. Elle en a plein. Allez contacter-la, discuter avec elle. Et puis, je vous souhaite un agréable journée, non, après-midi. Et on se retrouve dans 2 semaines pour notre interview swing. Ciao Marivonne, ciao Liliana, merci, ciao. Au revoir tout le monde. À bientôt.